Donald Trump a assuré aux législateurs républicains que la guerre en Iran prendrait fin très bientôt. Selon lui, l'opération américaine était un succès retentissant. Les marchés européens et asiatiques rebondissent, portés par la baisse des prix de l'énergie. Celle-ci survient après l'annonce de Trump de mettre fin au conflit avec l'Iran plus tôt que prévu. Le président américain Donald Trump a assuré ce lundi aux législateurs républicains que la guerre en Iran prendrait fin très bientôt et a ajouté que l'opération américaine était un succès retentissant. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good. Short term. Short term. Le président américain n'a pas annoncé de date officielle pour la fin des combats, mais a souligné que la guerre ne prendrait fin que lorsque tous les objectifs des États-Unis seraient atteints. Plus tard dans la journée, il a de nouveau affirmé que la guerre en Iran était nécessaire, affirmant sans fournir de preuves que Téhéran complotait pour prendre le contrôle du Moyen-Orient. They were going to take over the Middle East. They were looking to take over the Middle East. Now, had Operation Midnight Hammer not taken place, that was definite, because they would have had a nuclear weapon within a matter of weeks. But that took place. That was a setback. But look at the number of missiles they were able to buy and make over the last 6 months. And those missiles were aimed at various countries. And when you look at over 1,000 missiles shot at like UAE, they were looking to take over the Middle East. We got there first. Les frappes contre Téhéran continuent, beaucoup qualifiant les attaques de lundi comme l'un des raids aériens les plus violents depuis le début de la guerre fin février. Israël mène également des frappes quotidiennes sur ce qu'il considère comme des cibles du Hezbollah soutenues par l'Iran dans plusieurs villes libanaises. De son côté, Téhéran continue ses représailles contre Israël. Au moins une personne a été tuée ces dernières 24 heures. Les attaques iraniennes visent également les États du Golfe voisins qui abritent des bases américaines. Ces attaques visent principalement les positions de Washington, mais ont également touché des infrastructures civiles et énergétiques. Selon les derniers chiffres, le nombre de morts s'élève à plus de 1230 en Iran, 397 au Liban, 11 en Israël et 7 militaires américains. La guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz ne passent pas inaperçus en France depuis quelques jours. En effet, la colère monte chez les automobilistes face au prix de l'essence. Dans de nombreuses stations, le litre approche ou dépasse allègrement les 2 €. Une hausse brutale, parfois incomprise selon les villes, comme ici à Paris, et qui rend la vie quotidienne difficile pour beaucoup. Au moins 30, voire 40 centimes sur Paris, c'est affolant. Donc là, moi, je mets juste de quoi rentrer chez moi en banlieue et j'irai mettre le reste dans le Val d'Oise où j'habite, quoi. Même triste mine et résignation à Marseille où les 2 € sont déjà de l'histoire ancienne. Pour certains, la pilule ne passe pas et d'autres y trouvent cependant un possible avantage. Ça fait très mal au portefeuille, surtout qu'avec ça, je fais quoi? Je fais même pas 100 km. Donc oui, ça revient un petit budget. Mais bon, on n'a pas le choix. Ben là, on va plus toucher la voiture bientôt. Hein. Comment faire? On va marcher à pied, ça va nous faire les muscles au mollet. Non? Des usagers de la route qui, comme souvent, ont le sentiment de payer immédiatement chaque hausse de pétrole, alors que les baisses, elles, se font attendre. Une situation qui alimente un sentiment d'injustice et une grogne de plus en plus visible à la. Les marchés boursiers européens et asiatiques ont rebondi ce mardi, portés par la baisse des prix de l'énergie après que le président américain Donald Trump a laissé entendre que la guerre israélo-américaine contre l'Iran pourrait prendre fin plus tôt que prévu. Washington a cependant averti que les attaques américaines pourraient s'intensifier si l'Iran tentait de bloquer le trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, qui assure 1/5 de l'approvisionnement mondial en pétrole. Disruption, the United States is offering political risk insurance to any tankers operating in the Gulf. So we're putting up risk insurance. We'll perhaps go alongside of them for protection. We don't think it'll be necessary if it is. And if they do anything, the price will be incalculable.
Les gardiens de la révolution iranienne ont déclaré qu'ils ne permettraient pas qu'un seul litre de pétrole soit expédié depuis le Moyen-Orient si les attaques américaines et israéliennes se poursuivaient. Plusieurs pays d'Asie ont également annoncé des mesures visant à amortir le choc de la hausse des prix du pétrole causé par le conflit iranien. Les autorités sud-coréennes et thaïlandaises ont déclaré qu'elles fixeraient des limites aux frais de carburant. Séoul a également averti les compagnies pétrolières que toute entreprise qui tenterait de profiter de la crise serait sanctionnée. L'évolution géopolitique de ces dernières semaines était à l'ordre du jour de la réunion des ministres des Finances de l'Union européenne qui se sont retrouvés ce mardi à Bruxelles après les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran et les représailles de Téhéran contre ses voisins. Malgré la flambée des prix de l'énergie, le ministre estonien des Finances, Jürgen Ligi, a déclaré à Euronews que Bruxelles avait les moyens de relever le défi. The big economic problem, of course, is in the unpredictability and instability. But Europe hasn't done it. But we are sure we can cope it. Le ministre estonien a aussi appelé ses partenaires à ne pas oublier l'Ukraine. Pour Jürgen Ligi, la menace russe reste le principal danger auquel doit faire face l'Union européenne. Il a également condamné le veto de la Hongrie à l'adoption du prêt de 90 millions d'euros à Kiev. It's completely cynical by a couple of countries to block this 90 billion loan to Ukraine because of microscopic inconveniences sanctions to Russia cause to their citizens. Le ministre estonien des Finances aurait préféré utiliser les avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine plutôt qu'un nouveau prêt. Il s'est néanmoins montré optimiste quant au renouvellement des aides financières de l'Union européenne à Kiev. Le Parlement européen votera prochainement une loi visant à accroître le nombre de retours de migrants en situation irrégulière. La nouvelle législation, controversée, permettrait la mise en place de centres d'expulsion situés en dehors de l'UE, à des détentions pouvant aller jusqu'à 2 ans et à des perquisitions dans les domiciles que les ONG comparent aux méthodes de l'ICE aux États-Unis. La Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement a approuvé lundi une version du texte, soutenue par les groupes de centre-droit, de droite et d'extrême droite, rompant ainsi avec la traditionnelle majorité centriste. Le vote de la Commission a confirmé la tendance du Parti populaire européen à se ranger du côté des conservateurs européens de droite sur les dossiers liés à la migration. Le règlement sur le retour a été proposé par la Commission européenne en mars 2025 et approuvé par les États membres en décembre dernier. Il établirait la reconnaissance mutuelle des décisions de retour appliquées aux migrants entre les États membres de l'UE. Le projet voté par la Commission permettait aussi aux autorités de fouiller le lieu de résidence ou d'autres lieux pertinents où pourrait se trouver un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion. Cette mesure a été enlevée du texte étudié par le Parlement. Les détracteurs de la loi affirment que cette disposition pourrait se traduire par des raids similaires à ceux menés par l'ICE qui ont provoqué des protestations et des affrontements aux États-Unis, notamment dans le Minnesota. Les groupes de gauche du Parlement ont annoncé leur opposition au projet de loi. Après une année difficile, Volkswagen a annoncé ce mardi la suppression de 50 000 emplois en Allemagne d'ici 2030. En 2025, les bénéfices du groupe ont chuté de 44%, atteignant leur plus bas niveau depuis 2016 et le Dieselgate. Le plus grand constructeur automobile européen avait déjà conclu un accord avec les syndicats fin 2024 pour supprimer 35 000 emplois au sein de sa marque principale, dans le but d'économiser 15 milliards d'euros par an. Les suppressions supplémentaires annoncées ce mardi toucheront notamment les marques haut de gamme comme Audi et Porsche, ainsi que la filiale logicielle de l'entreprise Cariad. Déjà confronté à une demande stagnante en Europe, en particulier pour les voitures électriques, et à une chute des ventes en Chine, le groupe a également subi les effets des droits de douane imposés par Donald Trump sur les constructeurs automobiles non américains. De plus, les concurrents chinois dans le domaine des voitures électriques tels que BYD et Geely ont créé une concurrence féroce pour le géant allemand tant au niveau local qu'international. Le directeur financier du groupe a averti que de nouvelles réductions de coûts étaient indispensables pour rendre l'entreprise à nouveau compétitive. Et pour 2026, Volkswagen table sur une marge bénéficiaire comprise entre 4 et 5,5%. Réalisateur de renommée internationale grâce notamment à ses films La Favorite ou Pauvre créature,
Yorgos Lanthimos dévoile désormais ses qualités de photographe dans une exposition de 182 clichés présentée à la fondation Onassis Tegui à Athènes. Son attrait pour cet art s'est développé au cours des 5 dernières années car il lui offre une liberté plus grande que le cinéma et le libère des obligations des grands studios. Δεν ήξερα από την αρχή ότι θα με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτή καθεαυτή φωτογραφία. Δηλαδή, άρχισα κι εγώ βάζοντας αυτό το πράγμα στο μυαλό μου ότι τεχνικά έπρεπε να το μάθω και για να προχωρήσω σε αυτό που με ενδιαφέρε πιο πολύ που ήταν ο κινηματογράφος. Και σιγά σιγά μέσα από τη διαδικασία του κινηματογράφου έπρεπε ούτως ή άλλως να χρησιμοποιώ τη φωτογραφία, αλλά μου έδινε και μία άλλη διέξοδο κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των κινηματογραφικών ταινιών. Ένα ρολό φιλμ, να γυρίσεις σπίτι σου, να το εμφανίσεις και να τυπώσεις 2 φωτογραφίες και να τις κρατήσεις στο χέρι σου και να τις κοιτάξεις, έχει μια πολύ άμεση ικανοποίηση ή απογοήτευση όταν δεν τα έχεις πάει πολύ καλά, αλλά η ικανοποίηση είναι πολύ μεγάλη και άμεση σε σχέση πάλι με άλλα πράγματα. L'exposition est divisée en 4 sections. Les 3 premières traitent des lieux et des personnes qui jouent dans ces films, tandis que la 4e est présentée pour la première fois et concerne des photographies personnelles en noir et blanc prises chez lui, en Grèce. I think the most interesting thing, the most compelling thing about this show is the notion that you have this extraordinary cinematic master, and little known is the fact that in the last 5 or 6 years he's been using a still camera as well. He's been making his own photographs alongside the sets of his films, but most significantly he's also been making personal work. And there is a relationship between the cinema and the still photographs.